Transparence contre invisibilité. Depuis 40 ans, le lobby de l'alcool jouissait d'un privilège qui lui évitait d'indiquer au consommateur sa composition. Les fameux additifs et les procédés œnologiques. L'association TOWA d'Olivier Paul Morandini, comme l'application Dans ma bouteille, milite activement pour davantage de transparence dans le vin en Europe. À compter du millésime 2024, les vins et les vins aromatisés vendus sur le sol européen devront être étiquetés avec les informations sur leur composition et les valeurs nutritionnelles. Les consommateurs pourront donc accéder à la composition de ces boissons alcoolisées directement sur l'étiquette ou via un QR code à scanner avec leur téléphone. Mais l'introduction de ce QR code nutritionnel sur les bouteilles de vin peut être perçue comme une évolution négative dans laquelle transparence devient invisibilité. C'est pourquoi il est essentiel d'envisager une autre voie que celle du QR code, de rendre possible l'accès à une information simple et automatique au plus grand nombre grâce à un affichage directement sur l'étiquette. Aujourd'hui, c'est donc Olivier Paul Morandini, célèbre vigneron de Toscane, ainsi que Adrien Tréchaud, fondateur de Dans ma bouteille, qui vont s'exprimer sur le sujet. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que tu peux, avant de commencer cette interview, te présenter toi et ton domaine ? Alors je suis donc Olivier Paul Morandini, je suis vigneron en Italie depuis 2010, certifié biodivin. Et puis voilà, le domaine fait 8 hectares et demi. On est sur des cuvées monocépages et on travaille sur des rendements bas, des vinifications très douces et très peu d'extraction. Voilà. Bon, tu es connu quand même pour être engagé dans l'éthique et la transparence depuis de nombreuses années, notamment pour la transparence œnologique sur les pratiques faites au chai, pour informer le consommateur. Donc depuis 2017, la Commission européenne communiquait sur ce privilège des boissons alcoolisées qui n'était pas tenable face aux droits du consommateur de pouvoir lire la composition des ingrédients et additifs sur l'étiquette papier, mais aussi face à l'indispensable cohérence en matière de politique sanitaire et environnementale. En quoi cette étiquette digitalisée répond-elle aux annonces de la Commission européenne ? En rien. En fait, le lobby de l'alcool n'a pas écouté la Commission européenne et son souhait d'avoir l'abolition de ce privilège laissé aux boissons alcoolisées et arrive avec un QR code qui est en fait un recul par rapport à ce qui était la situation avant, et c'est un renforcement de ce privilège. Il y a un article fondamental du règlement qui concerne l'information du citoyen sur les denrées alimentaires, qui est l'article 3. L'article 3 du règlement 1169/2011, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors cet article 3, je peux peut-être le relire, ses objectifs généraux. L'information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité dans le respect notamment de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques. Voilà. Et donc ici, on a ce QR code qui enfreint 5 fois juste cet article. Alors sans parler des notions de fraude, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que quand on a la connaissance de la présence d'ingrédients, d'additifs ou de procédés, mais qui ne sont pas déclarés sur une étiquette, c'est-à-dire qu'on les dissimule. Et dissimuler, c'est un élément de fraude. Et le deuxième aspect, c'est une concurrence déloyale, parce que comment fait-on la différence entre les producteurs vertueux qui ont des bonnes pratiques et les autres? Le QR code ne le fait pas. Alors j'entends des collègues vignerons et aussi des journalistes qui ont accueilli ce QR code en disant c'est la transparence qui arrive. Non, il faut bien faire la différence entre transparence et invisibilité. Ce QR code, il dessert complètement le consommateur et aussi les producteurs vertueux. Olivier, pouvez-vous nous expliquer vos points de désaccord concrètement avec cette étiquette digitalisée ? Alors en fait, le QR code du lobby de l'alcool, il ne permet pas une utilisation facile. En fait, le QR code ne répond pas à l'article 3 et empêche une utilisation facile. Imaginez l'agilité qui est nécessaire pour jongler avec 2, 3, 4 bouteilles, un smartphone qu'on doit scanner. Il faut, même les plus agiles auront des difficultés. Le deuxième aspect, et personne ne l'a soulevé à ce jour, c'est le coût. En fait, ce procédé
impose que le consommateur, qui a un abonnement data, paie l'accès à l'information sur les ingrédients et additifs. C'est scandaleux. Alors, le troisième aspect, c'est qu'on n'a aucun rapport sur le coût énergétique de cette digitalisation. Donc les données qui vont être disponibles, combien de temps, parce qu'on achète une bouteille de vin, on peut la consommer après 10 ans, après 15 ans. Est-ce que la donnée va être valable toute cette période ou pas? Donc c'est intéressant de savoir, surtout quand on est dans un cadre de pacte vert, de Green Deal et de transition écologique, quel est le coût? Et puis l'autre aspect, c'est qu'il n'y a pas de nuancier. Donc c'est-à-dire que malheureusement, les producteurs vertueux ne seront pas mis en avant. Au contraire, leur bonne pratique, elle passera sous le radar. Et donc le consommateur ne pourra pas jouer ce rôle tellement essentiel aux yeux d'Ursula von der Leyen pour le succès de cette transition écologique. Mais Olivier, les vignerons qui vous rejoignent sont concernés par la santé des sols et du consommateur, et ce sont eux qui doivent mettre en place des solutions pour démontrer que leurs vins sont propres, alors qu'ils sont déjà labellisés en bio et en biodynamie. Pour beaucoup d'ailleurs. Et les vins qui contiennent une multitude d'additifs passent sous le radar. N'est-ce pas un système qui marche sur la tête? Oui, mais malheureusement, dans notre société et avec le contexte que nous avons, la logique n'a pas sa place. Alors évidemment qu'aujourd'hui on se retrouve dans un... J'entends des collègues qui me disent « Ah, mais ce sont aux conventionnels à indiquer ce qu'ils ajoutent plutôt que les producteurs vertueux qui doivent indiquer qu'ils n'ajoutent rien. » Je comprends tout à fait. Mais c'est naïf de penser comme ça, parce que ça voudrait dire que la Commission européenne n'agit pas sous un lobby, une forte pression d'un lobby de l'alcool. Et elle est profondément mise sous pression par ce lobby de l'alcool. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut entendre ce que dit la Commission européenne, parce qu'elle est gardienne des traités, elle protège les textes et ses consommateurs, elle souhaitait l'annulation de ce privilège, et donc faisons en sorte d'aller dans son sens pour lui donner la légitimité face au lobby de l'alcool, de lui permettre de défendre les droits des consommateurs. Tu parles de lobby, mais est-ce que tu as un exemple concret de comment fonctionne le lobby d'alcool pour justement aller à l'encontre de cette nouvelle, de ce règlement? Alors il y a un exemple qui est flagrant. Donc le règlement vin bio par exemple, il naît en 2012. Les règlements sont soumis à révision. Révision, moi en tant que citoyen, j'entends renforcement. Amélioration. Oui, amélioration. Et donc ici, on arrive en 2018 pour avoir la révision de ce règlement vin bio. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une augmentation de 15% des intrants autorisés. Et donc c'est très significatif parce que ça veut dire qu'on charge la mule tant qu'on peut. De toute façon, le consommateur, il n'a pas accès à ces ingrédients, même pas avec le QR code. Et donc ça, c'est un exemple très concret où on voit que la Commission européenne, elle est soumise à cette pression, mais c'est aussi son erreur, c'est de sa faute de ne pas ouvrir la table de discussion à d'autres réalités de la filière. Et puis en plus, il y a aussi le jeu des additifs et des auxiliaires. J'ai cru comprendre que le lobby de l'alcool voulait, en tout cas des gros producteurs, passer en fait de l'additif vers l'auxiliaire pour en fait ne pas les communiquer dessus sur l'étiquette. Bien sûr, donc il y a une chose très simple à comprendre, c'est que les gens qui veulent l'invisibilité ont par définition quelque chose à cacher. Et du coup, quelle solution vous avez commencé à mettre en place, Olivier? En fait, comme je l'explique, je pense qu'en allant dans le sens de la première volonté de la Commission européenne, c'est de rassembler des vignerons qui sont conscients de l'enjeu et au-delà de notre filière, parce que le QR code va toucher les autres filières alimentaires, donc ce n'est pas un problème de l'alcool, c'est un problème des denrées alimentaires en Europe. Et donc c'est décider d'abandonner, de mettre sur le côté ce privilège et de répondre au règlement FIC, qui est le règlement auquel répondent toutes les autres filières alimentaires. Et donc nous, en solidarité avec ces autres filières et aux consommateurs, on s'adapte à ce règlement FIC et on voit que finalement c'est une chose très simple, contrairement à ce que prétendait le lobby de l'alcool, enfin du moins pour les gens qui n'ajoutent pas une série illimitée de poudres et d'additifs dans leur vin. Et donc ce faisant, on va permettre de rouvrir le débat sur un renforcement de la réglementation qui répondra aux enjeux de société en termes de santé et en termes environnementaux.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole à Adrien Tréchaud, qui est fondateur d'une plateforme justement génératrice de QR code et qui a créé du coup Dans ma bouteille pour parler de transparence consommateur. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup. Alors Adrien de Dans ma bouteille, expliquez-nous la démarche que le vigneron qui souhaite adhérer à cette démarche de transparence doit suivre avec la plateforme. Donc la plateforme Dans ma bouteille, elle est dédiée à l'affichage nutritionnel, à l'évolution des boissons alcoolisées vers de la transparence consommateur depuis sa création. Et aujourd'hui, cette transparence, on peut la mettre en place de façon exceptionnelle avec un QR code dématérialisé. Mais on oublie aussi trop souvent qu'on peut le mettre directement sur l'étiquette. Et c'était essentiel que pour les producteurs de vin qui le souhaitent, on crée un outil qui leur permette de rentrer dans cet affichage nutritionnel qu'on appelle on-label sur l'étiquette et qui permet aux consommateurs d'avoir une information nutritionnelle en accès direct, sans utiliser un téléphone. Il y a plein de circonstances dans lesquelles on n'a pas envie d'utiliser son téléphone et pouvoir faire du on-label, c'était très important pour avoir un meilleur accès à cette donnée nutritionnelle pour le consommateur. Alors selon toi Adrien, comment le service va évoluer ? Pour moi, la dématérialisation de l'information nutritionnelle, c'est une opportunité d'évolution, c'est une opportunité d'aller plus loin. Parce que finalement, dématérialiser pour faire ce qui se fait depuis 40 ans sur un paquet de chips, c'est limité. C'est une première progression, c'est sûr, parce que finalement, on arrive déjà à faire évoluer un secteur qui ne disait pas grand-chose sur sa composition. Donc ça, c'est une première évolution. C'est sûr que c'est positif. Mais finalement, la partie dématérialisée, pour moi, elle doit permettre à la filière d'aller plus loin. Et donc, la dématérialisation de l'information consommateur, ça passe vers ce que sera l'affichage demain. Il y a plusieurs exemples. Le premier, je pense qu'il est très important, c'est sur la consigne, par exemple. Indiquer au consommateur toute la matière sèche, les consignes de tri. Alors ça peut être les consignes de tri telles qu'on les a aujourd'hui sur l'affichage, mais ça peut être aussi par rapport au développement du recyclé et de la consigne de verre, indiquer au consommateur que le verre est consigné et lui donner la possibilité de trouver très rapidement le point de collecte le plus proche de lui pour ramener la bouteille de verre. Il y a d'autres démarches comme celle d'Olivier qui consiste à aller plus loin aussi sur ces pratiques agricoles et mettre en ligne des analyses de résidus pesticides pour montrer aux consommateurs que les conséquences d'une agriculture biologique ou de ces pratiques agricoles poussées font que derrière il n'y a pas d'utilisation de produits pesticides. Je reviens sur le on-label, donc le sur l'étiquette. On sait que, il y a quand même 80%, ça se trouve, des cuvées qui sont produites en France et en Europe, qui sont faites avec pas mal d'ingrédients finalement, que ce soit des additifs ou des auxiliaires. Comment on fera pour les mettre sur l'étiquette ? Alors, ce sera un petit peu plus long, c'est sûr, il y aura un peu plus de lignes, mais c'est la même chose dans l'alimentaire. Il y a 2 produits diffèrent dans leur liste d'ingrédients. Après, les 80%, non, le vin en fait est quand même un produit avec une naturalité très importante et contrairement à d'autres produits de l'agroalimentaire qui sont ultra transformés, c'est un produit qui est exceptionnel par rapport au fait que la même personne cultive la terre, ramasse le fruit et transforme et vend. Imaginez la palette de métiers qu'il y a là-dedans, quand pour l'alimentaire c'est décomposé depuis longtemps, le producteur de lait produit le lait, le distributeur le met en bouteille, le revendeur, etc. Donc il y a une vraie naturalité aussi dans ce vin qui ne doit plus se cacher par sa composition parce que finalement on va s'apercevoir que c'est un des produits les plus naturels du monde. Alors c'est vrai qu'il y a différentes naturalités. Le consommateur va pouvoir juger par lui-même, mais simplement l'étiquette sera un peu plus longue. Voilà. Merci Adrien. Ok, merci à toi.